Demi-ment. Cette histoire pourrait changer votre façon de voir les choses, car vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Bienvenue sur notre chaîne. Préparez-vous. Andrew Ruiz, PDG d'une chaîne de supermarchés valant un demi-milliard de dollars, décide de visiter ses magasins en secret. Déguisé en client ordinaire, il entre dans l'un de ses magasins en ville. À la caisse, il découvre une jeune caissière en larmes, qui tente malgré tout de faire son travail. « Mademoiselle, ça va ?» demande-t-il, inquiet. « Excusez-moi, monsieur », répond-elle en s'essuyant rapidement le visage. « Ma fille est à l'hôpital et je n'ai même pas les moyens de lui payer ses médicaments. » Andrew est sous le choc. Il sait déjà que ses employés ne sont pas assez payés. Ce qu'il découvre plus tard est bien pire. Le gérant du magasin détournait les salaires des employés. Quand Andrew décide d'intervenir, un événement bouleversera à jamais deux vies. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. Floride? Londres? Afrique du Sud ou Jamaïque? On veut savoir. Andrew Ruiz avait 45 ans et, selon tous les critères de réussite, il avait réussi. Il était l'un des hommes les plus riches du pays. Sa chaîne de supermarchés Mercado Max réalisait un chiffre d'affaires annuel de 500 millions de dollars. 42 succursales. 15 000 employés. Son nom est paru dans les magazines économiques. Des professeurs d'université ont utilisé son histoire dans leurs cours. Andrew Ruiz, l'homme qui a bâti un empire à partir de rien. Voilà le genre de choses que les gens disaient de lui lors des dîners, tandis qu'il souriait, hochait la tête et réfléchissait en silence aux chiffres du prochain trimestre. Il était parti de rien. Vraiment de rien. À 22 ans, il portait des cartons dans une minuscule épicerie qui sentait le vieux bois et le savon bon marché. Le propriétaire, un vieil homme aimable nommé Monsieur Peters, lui avait tout appris, comment bien ranger un rayon, comment accueillir un client, comment garder un sol si propre qu'on pourrait y manger. Andrew, disait Monsieur Peters tous les matins, balai à la main, avant même que le soleil ne soit levé, un magasin n'est pas seulement un endroit où l'on achète des choses. C'est un endroit où l'on vient quand on a besoin de quelque chose. Et ils ont toujours besoin de plus que ce qu'on trouve sur les étagères. Andrew avait gardé ces mots en tête pendant 23 ans. Mais au fil du temps, entre les réunions du conseil d'administration, les rapports de profit, les voitures privées et les bureaux vitrés au 40e étage, il avait cessé de les appliquer. Il y croyait encore. Simplement, il ne les avait pas vérifiés depuis très longtemps. C'était là le problème, et il le savait. Il le ressentait comme on sent un petit caillou dans sa chaussure. Pas assez pour le faire tomber, mais suffisamment pour le gêner à chaque pas. Il avait trop d'assistants qui filtraient les informations avant qu'elles ne lui parviennent. Trop de responsables envoyaient des rapports impeccables qui affirmaient que tout allait bien. Il y avait trop d'étages de distance entre lui et les personnes qui géraient réellement ses magasins au quotidien. Il ne savait plus vraiment ce qui se passait chez Mercado Max. Et c'est cette pensée, en ce mardi matin-là, qui le décida enfin à agir. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter à 3 rues de la succursale de l'Ohio, l'une des plus anciennes et des plus problématiques de la chaîne, d'après le seul rapport honnête qu'il avait réussi à dénicher dans ses dossiers la veille. Il se changea sur la banquette arrière. Un jean. Un simple t-shirt blanc. Une veste grise toute simple qu'il avait empruntée à l'un de ses gardes du corps. Il laissa sa montre en or enfermée dans la boîte à gants. Il mit une casquette bleue et rabattit la visière. « Restez en arrière », ordonna-t-il à son équipe de sécurité. « Assez loin pour que personne ne puisse vous joindre. Mais assez près pour que vous puissiez réagir rapidement si je vous appelle. » Ce plan ne leur a pas plu. Ils ne l'ont jamais fait. Mais ils savaient qu'il valait mieux ne pas discuter. Andrew mit ses mains dans les poches de sa veste et parcourut les 3 pâtés de maison seul. Il poussa les portes coulissantes du Mercado Max de l'Ohio et s'arrêta juste à l'entrée. L'odeur le frappa d'abord. Un bon supermarché a une odeur bien particulière. Clink. Cool. Un peu de pain frais de la boulangerie, si vous avez de la chance. Ce genre d'odeur qui donne l'impression que tout est bien entretenu. Le magasin ne sentait pas ça. Il sentait comme une pièce fermée qui n'avait pas été aérée depuis des semaines. Poussiéreux. Légèrement rance. L'odeur d'un lieu où les détails ont été longtemps négligés. Andrew prit un panier dans la pile près de la porte et s'engagea dans la première allée. Ce qu'il vit lui serra la poitrine. Les rayons étaient à moitié vides. Pas le genre de verre à moitié vide qu'on trouve à la fin d'une journée chargée avant la livraison du soir. C'était différent. C'était le genre de verre à moitié vide qui signifiait que personne ne s'était donné la peine de l'ouvrir. Des pans entiers d'étagères étaient troués,
comme des dents manquantes. Quelques produits penchaient de travers, sans aucun support pour les maintenir droits. Et sur une étagère, il s'arrêta et observa attentivement. Une couche de poussière grise, si épaisse qu'on aurait pu y dessiner, recouvrait la surface. Il appuya un doigt sur l'étagère. Le souleva. Observa la tache grise au bout de son doigt. Il continua à marcher. Le rayon fruits et légumes était pire. Les tomates commençaient à ramollir. Les bananes étaient couvertes de taches sombres. Les légumes-feuilles, au fond de l'étalage, commençaient à se flétrir, leurs feuilles se recroquevillant sur elles-mêmes comme pour se protéger. Une vieille femme déambulait lentement entre les légumes, les prenant un par un, fronçant les sourcils avant de les reposer. Son panier restait vide. Andrew la regarda un instant. Il voulait dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il s'est enfoncé plus profondément dans le magasin. Il comptait les articles en marchant, comme il le faisait lorsqu'il était jeune et apprenait le métier auprès de Monsieur Peters. Cette ampoule cassée au plafond, non pas seulement clignotante, mais carrément éteinte, projetait des zones d'ombre dans les allées. 4 étagères étaient soit inclinées, soit fissurées, soit les deux. Un grand réfrigérateur près du rayon boucherie faisait un bruit de moteur de petit camion, vibrant et bourdonnant si fort qu'un client à proximité s'en est éloigné. Il aperçut 5 employés durant sa visite du magasin. 2 d'entre eux étaient regroupés dans un coin d'allée, chuchotant sans regarder ni les rayons, ni le sol, ni les clients alentour. Le 3e réapprovisionnait un rayon, mais d'un pas lent hélas, comme quelqu'un qui a baissé les bras, non par paresse, mais parce que quelque chose l'a épuisé. L'une balayait inlassablement le même petit coin de sol, le regard dans le vide. La 5e, loin de tout client, se tenait contre le mur du fond, les bras croisés, les yeux rivés sur ses pieds. Leurs uniformes étaient impeccables. Ils avaient tous fait cet effort. Mais leur visage disait le contraire. Ce n'étaient pas des gens heureux de venir travailler. Ces gens-là enduraient la situation. Andrew sentit son oppression s'intensifier. C'était son magasin. C'étaient ses étagères, ses luminaires, son sol. Et voilà ce qu'ils étaient devenus pendant qu'il était assis 40 étages plus haut, à lire des rapports qui concluaient à un état satisfaisant. Il prit une lente inspiration et se dirigea vers les caisses. Il y avait 4 caisses ouvertes. À 3 d'entre elles, il y avait peu d'attente. Les clients posaient leurs articles sur le tapis roulant, payaient, partaient, sans que personne ne parle beaucoup. La 4e caisse, la numéro 3, était complètement vide. Andrew a failli passer devant sans s'arrêter. Puis il a compris pourquoi elle était vide et il s'est arrêté. La caissière à la caisse numéro 3 était jeune, 25, peut-être 26 ans. Son uniforme était impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Son badge indiquait « Christiana ». Ses mains parcouraient les objets sur le tapis roulant avec le geste sûr et précis de quelqu'un qui avait accompli cette tâche des centaines de fois et la connaissait parfaitement. Mais elle pleurait. Pas les pleurs bruyants. Pas ceux qui paralysent une pièce. C'étaient des pleurs silencieux, ceux qui surviennent lorsqu'une personne porte un fardeau si lourd depuis si longtemps que son corps finit par le libérer tout seul, qu'elle le veuille ou non. Ses yeux étaient rouges et vitreux. Une larme solitaire coula lentement sur sa joue gauche. Elle ne l'essuya pas. Elle continuait de scanner. Bip, bip, bip. Elle tendit les sacs au client devant elle avec un petit sourire rassurant. Bon après-midi, monsieur. L'homme prit ses sacs et s'éloigna sans la regarder. La file d'attente était vide. Andrew s'avança et déposa son panier sur le tapis roulant. Elle commença à scruter le sol sans lever les yeux. Jus, riz, biscuits, bip, bip, bip. Il observa ses mains. Elle ne tremblait pas. Ses gestes étaient précis et assurés. Quel que soit le conflit intérieur qui l'habitait, elle ne laissait rien affecter son travail. Elle luttait contre quelque chose d'immense, et elle le menait avec calme et professionnalisme, les courses d'un client à la main. Quelque chose dans cet effort, la simple nécessité de le faire, lui fit ressentir une douleur à la poitrine qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Ça fera $12.40, dit-elle. Il passa sa carte. La machine émit un bip. Il ne bougea pas. Elle leva les yeux. Andrew la regarda doucement. « Mademoiselle » dit-il assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Tout va bien. » Sa mâchoire se crispa. « Je vais bien, monsieur. » « Merci. » Elle lui tendit son sac. « Bonne journée. »« Tu n'as pas l'air bien, » dit-il. Il le dit simplement, sans gêne, comme on le fait quand on le pense vraiment. Elle le fixa du regard. Quelque chose traversa son visage.
Un frémissement, une vibration comme la surface de l'eau qu'une pierre vient de briser. Puis elle serra les lèvres et garda le silence. « Je vais bien », répéta-t-elle. Mais sa voix se brisa. Juste un peu. Juste ce qu'il fallait. Andrew ne prit pas le sac. Il la regarda comme M. Peters le regardait autrefois. Patient, calme, sans la moindre hâte. « Je m'appelle Andrew, » dit-il. « Et vous ?» Elle jeta un coup d'œil à son badge, comme pour se rafraîchir la mémoire. « Christiana. »« Christiana ?» répéta-t-il. « Je ne cherche pas à être indiscret. Je vois bien que vous portez quelque chose. Et parfois, il est plus facile de le dire à voix haute à quelqu'un qui ne connaît pas encore votre histoire. » Le magasin bourdonnait autour d'eux. Personne n'attendait derrière lui. Christiana baissa les yeux vers le comptoir. Ses mains, si fermes avec chaque client précédent, se crispèrent lentement en points le long de son corps. Puis, d'une voix à peine audible, elle dit « Excusez-moi monsieur. Ma fille est à l'hôpital. » Elle s'est arrêtée. Respire. Elle a 4 ans. Elle est hospitalisée depuis 3 jours. Le médecin dit qu'elle a besoin d'un médicament spécifique. Il coûte 3 cents. Sa voix restait basse et maîtrisée, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Il est encore en retard. Il est toujours tard. Et je n'ai pas d'argent. J'ai demandé. J'ai tout essayé. Je ne sais plus quoi faire. Elle leva les yeux au plafond un instant, clignant des yeux. Andrew resta immobile. Son nom ? demanda-t-il doucement. Comment s'appelle votre fille ? Christiana le regarda. Vivian. Il hocha la tête une fois. Il prit son sac. Ne partez pas après votre service, dit-il doucement. S'il vous plaît. Je serai juste dehors. Elle le regarda en fronçant les sourcils, confuse et un peu méfiante, comme n'importe qui l'aurait été. Je vais directement à l'hôpital tous les soirs. Je sais, dit Andrew. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Il se dirigea vers la sortie. Et tandis qu'il franchissait les portes coulissantes pour retrouver la lumière de l'après-midi, l'oppression qu'il ressentait dans la poitrine s'était muée en toute autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant, qui ressemblait fort aux prémices de la colère. Car Christiana avait encore annoncé que son salaire était en retard. Encore une fois. Ce qui signifiait que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma récurrent. Andrew Ruiz était bien décidé à découvrir qui était responsable. Il ne s'éloigna pas beaucoup. Il se rendit au petit café situé juste en face du magasin, s'assit à une table près de la fenêtre et commanda un café qu'il ne but pas. Il sortit son téléphone et appela son responsable des opérations internes. Un homme perspicace et méticuleux nommé David Chin, qui travaillait chez Mercado Max depuis 11 ans et connaissait l'emplacement de chaque numéro. David, dit Andrew à voix basse. Je vous demande de récupérer immédiatement les fiches de paie de la succursale de l'Ohio. Toutes. Envoyez-les sur mon téléphone. Pause. Monsieur et tout. Maintenant, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Les enregistrements sont arrivés en 7 minutes. Andrew les étala sur son écran, faisant défiler lentement et lisant attentivement. Il avait passé suffisamment d'années à bâtir cette entreprise pour que les documents de paie lui paraissent aussi naturels qu'une recette pour un cuisinier. Il savait reconnaître des chiffres sains. Il connaissait leur rythme, la structure des salaires, leur évolution, leur conformité à la politique de l'entreprise. Ces chiffres n'annonçaient rien de bon. Il se redressa. La politique de l'entreprise concernant un caissier du niveau de Christiana, 3 ans d'ancienneté à temps plein, était claire. Le salaire minimum mensuel était fixé, vérifié et non négociable. Andrew lui-même avait validé ces chiffres 2 ans auparavant lors d'une révision salariale à l'échelle de l'entreprise. Mais le chiffre à côté du nom de Christiana était presque exactement la moitié de ce qu'il aurait dû être. Il continua de faire défiler. Une autre caissière. Un autre chiffre. Faux lui aussi. Environ la moitié également. Il continua de faire défiler. Assistant boursier. Ah. Personnel de nettoyage. Ah. Employé de rayon. Ah. Sa mâchoire se crispa. Il recula encore. 3 mois, 6 mois, 1 an. Le schéma était là depuis le début, tapi dans les registres comme un mal pourri dissimulé sous un papier d'emballage impeccable. Chaque employé de la succursale de l'Ohio était payé bien en dessous des exigences de la politique de l'entreprise. Pas de peu. Pas d'une erreur d'arrondi. De près de 50%. Mois après mois, les salaires étaient intégralement enregistrés comme versés. Les déductions étaient invisibles, sauf si l'on savait exactement où chercher.
Andrew posa son téléphone face contre table. Il resta immobile un instant, le regard perdu à travers la vitrine du café, observant les portes coulissantes de son magasin de l'autre côté de la rue. 15 000 employés répartis dans 42 succursales. C'était l'échelle du monde dont il était responsable. 15 000 personnes étaient venues travailler pour son entreprise car elles avaient confiance en l'équité de ce qu'il avait bâti. Des familles avec enfants. Des gens avec des factures d'hôpital. Des gens avec un loyer à payer, des courses à faire, des chaussures à remplacer, et des vies essentielles qui dépendaient d'un salaire versé à temps et en quantité suffisante. Et dans cette agence, depuis au moins un an, peut-être plus, quelqu'un réduisait discrètement ses salaires de moitié et empochait la différence. Il reprit son téléphone et appela une deuxième fois. David, qui est le directeur de l'agence en Ohio. Un autre silence, plus court cette fois. Il s'agit de Paul Jackson, monsieur. Il est là depuis environ 3 ans. Depuis combien de temps a-t-il le pouvoir de signer les fiches de paie de la succursale? Un long silence. Le bruit des touches. Environ 2 ans et 8 mois, monsieur. Andrew fit le calcul mentalement. Cela coïncide presque exactement avec le moment où les écarts de salaire ont commencé. Merci David. Ne parlez de cet appel à personne. Pas encore. Compris, monsieur. Il raccrocha et se retourna vers le magasin. Paul Jackson. Directeur d'agence. Près de 3 ans à ce poste, dont 2 ans et demi passés à s'approprier les salaires de ses subordonnés. Des caissières comme Christiana venaient travailler chaque jour, servaient les clients et se retenaient de pleurer, épuisées et inquiètes, ignorant que l'argent qu'elles avaient gagné et sur lequel elles comptaient était discrètement volé avant même de leur parvenir. Andrew laissa le café intact, posa de l'argent sur la table et retourna dans l'après-midi. Il lui restait environ 2 heures avant la fin du service de Christiana. C'était suffisant. Il passa ces 2 heures assis à l'arrière de sa voiture, David au téléphone et l'avocat de son entreprise à l'autre bout du fil, essayant de reconstituer précisément les agissements de Paul Jackson et son mode opératoire. La voix de l'avocat demeura d'un calme professionnel, mais Andrew percevait la gravité contenue dans chaque mot, ce calme qui trahit une horreur sourde. Le montant total volé aux employés de la succursale de l'Ohio au cours des 2 dernières années et demi s'élève à un peu plus de 280 000 $. 280 000 $. Prélevés par petites sommes, mois après mois, à des personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'en perdre un seul centime. Andrew écouta le numéro et resta longtemps silencieux. Puis il dit « Assurez-vous que tout soit bien documenté. Je veux que ce soit irréprochable. Et je veux que ce soit prêt à être remis aux autorités dès que je le demanderai. Quand cela sera-t-il, monsieur ?» Andrew regarda par la fenêtre. La lumière du soir commençait à s'adoucir, teintant la rue devant la succursale de l'Ohio d'une chaude couleur ambrée. Quelques clients sortaient au compte-gouttes par les portes coulissantes, leurs sacs à la main. Un camion de livraison reculait lentement jusqu'à l'entrée latérale. « Bientôt, dit-il. Mais pas encore. J'ai quelque chose à faire avant. » Il raccrocha et sortit de la voiture, juste au moment où les portes coulissantes du Mercado Max s'ouvrirent et que Christiana sortit. Elle faillit ne pas le voir. Son sac était sur l'épaule et la tête légèrement baissée, d'une démarche pressée. Elle l'avait déjà dépassé de 2 pas lorsqu'un détail la fit s'arrêter et se retourner. Andrew leva la main dans un petit geste discret. Elle le fixa du regard. « Tu as attendu. J'ai dit que je le ferais. » Elle semblait incertaine, pas vraiment effrayée, mais prudente, comme quelqu'un qui a appris à se méfier des choses qui paraissent trop gentilles. « Pourquoi ?» Andrew n'a pas répondu directement. Il demanda doucement. « Dans quel hôpital est Vivian ?» Christiana cligna des yeux. « Sainte-Catherine. À environ 12 minutes d'ici. »« Alors allons-y, dit-il. Je vous expliquerai en chemin. Et si à un moment donné vous voulez que j'arrête de parler et que je vous laisse tranquille, dites-le moi. Je respecterai pleinement cela. » Elle l'observa un instant encore, cet homme d'apparence ordinaire, coiffé d'une casquette bleue et vêtu d'une veste empruntée, qui avait attendu 2 heures devant son magasin et connaissait déjà, on ne sait comment, le nom de sa fille. Puis, lentement, elle hocha la tête. Ils marchèrent. Andrew resta simple. Il lui dit qu'il travaillait pour l'entreprise, sans préciser son poste, et qu'il consultait les registres de paie de la succursale de l'Ohio. Il lui a dit que les chiffres qu'il avait trouvés ne correspondaient pas à ce qu'elle et ses collègues étaient censés gagner. Il a ajouté que cela semblait durer depuis longtemps. Il observait son visage en parlant. Elle n'avait pas l'air surprise. C'était pourtant ce qui la blessait le plus. On savait que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement, les yeux toujours fixés droit devant elle.
Nous ne savions tout simplement pas quoi faire, ni comment, ni ce que nous pouvions y faire. Elle marqua une pause. Certains d'entre nous demandèrent des précisions sur les montants. On nous a parlé de déductions, de redressements fiscaux, de retard de traitement. Sa voix était monocorde et lasse, celle de quelqu'un à qui on a donné trop d'explications confuses. Au bout d'un moment, on arrête de poser des questions. Parce que demander ne change rien. Je sais, dit Andrew. Et il ne pensait plus qu'elle ne pouvait encore le comprendre. Ma fille est tombée malade il y a 8 semaines, poursuivit Christiana. Sa voix était encore assurée, mais Andrew pouvait entendre le prix qu'elle en payait pour la maintenir ainsi. Je fais les calculs tous les soirs. Ce que je gagne, ce que je dois, ce dont l'hôpital a besoin. Et les chiffres ne collent jamais. Ils ne collent jamais, tout simplement. Elle s'arrêta un instant et le regarda droit dans les yeux. 300 $. C'est tout. Avec 300 $, Vivian obtient les médicaments dont elle a besoin. Et moi, je ne les trouve pas. Elle l'a dit sans amertume. C'est ce qui a frappé Andrew. Aucune colère, aucune mise en scène. Juste la vérité crue et épuisée d'une mère à bout de ressources. Il s'est arrêté de marcher lui aussi. Venez avec moi, dit-il. Avant l'hôpital. Il y a un arrêt que j'aimerais faire avant. La pharmacie était à 4 rues de là, une grande pharmacie bien éclairée avec un long comptoir et un pharmacien patient qui leva les yeux quand la porte s'ouvrit. Andrew tint la porte pour Christiana, puis l'accompagna jusqu'au comptoir. Les médicaments, lui dit-il doucement. Dis-leur ce dont Vivian a besoin. Elle le regarda de côté. Je t'ai dit que je n'ai rien. Dites-leur, dit-il. Simplement. Calmement. Elle hésita. Puis elle se tourna vers le pharmacien et lui donna le nom du médicament, le dosage et la quantité prescrite par le médecin. Le pharmacien saisit les informations, vérifia la disponibilité et annonça le prix. Andrew tendit sa carte avant que Christiana n'ait pu dire un mot de plus. La machine émit un bip. Le reçu s'imprima. Le pharmacien alla préparer la commande à l'arrière. Christiana resta immobile à côté de lui. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Andrew la regarda. « Parce que votre fille a besoin de médicaments ce soir. Et parce que ce qui est arrivé à votre salaire, ce qui s'est passé, est inadmissible. Et j'ai l'intention d'y remédier. » Il marqua une pause. Mais cette étape prend un peu plus de temps. Ce soir, nous réparons ce que nous pouvons réparer tout de suite. Le pharmacien est revenu avec un petit sac blanc et l'a posé sur le comptoir. Christiana tendit la main lentement, comme on tend la main vers quelque chose dont on n'est pas sûr d'avoir le droit. Sa main se referma sur l'objet. Elle resta là, le tenant, sans dire un mot pendant un long moment. Quand elle releva les yeux, ils étaient de nouveau pleins, mais d'une couleur différente de celle des larmes qu'Andrew avait vues à la caisse numéro 3. Ces larmes-là, elle s'efforçait de les retenir. Celles-ci, elle les laissa couler. « Merci, dit-elle. C'est tout. 2 mots, mais chargés d'un poids immense. Andrew hocha la tête une fois. Nous allons vous emmener auprès de votre fille. L'hôpital pour enfants de Sainte-Catherine était un grand bâtiment pâle où régnait une odeur d'antiseptique et un silence pesant. Un silence qui n'était pas paisible, mais empreint de prudence. Ce genre de situation existe parce que chacun s'efforce de ne pas déranger quelque chose de fragile. Andrew attendit dans le couloir pendant que Christiana entrait la première. Il s'assit sur une chaise en plastique devant la chambre 14 et regarda ses mains. Il portait toujours sa casquette bleue. Toujours habillé comme personne. Quelque part dans la ville, sa vraie vie continuait sans lui. Des courriels, des décisions, des appels restés sans réponse pendant des heures. Il s'en fichait éperdument. À travers le petit hublot rectangulaire de la porte, il aperçut le bord d'un lit d'hôpital. Une petite forme sous une couverture blanche. Le dos de Christiana alors qu'elle s'asseyait, elle se pencha en avant et prit une minuscule main dans les siennes. Il détourna le regard. Il n'était pas en droit d'assister à ce moment. Il pensa plutôt à Paul Jackson, directeur de succursale depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, il était entré dans ce magasin chaque matin, avait supervisé le personnel, approuvé les plannings, puis s'était installé dans son bureau et s'était servi du salaire de chacun de ses employés. Des caissiers payés au salaire de misère, épuisés, arrivant au travail malades, fatigués et en larmes. Et Paul Jackson le savait. Il l'avait choisi, mois après mois, pendant près de 3 ans. Andrew avait déjà rencontré des hommes de ce genre. Pas souvent, mais suffisamment pour en reconnaître le type. Le genre de manager qui confond autorité et propriété.
qui prend le pouvoir sur les individus pour du pouvoir en général, qui perçoit l'écart entre lui et ses subordonnés non comme une responsabilité, mais comme une ressource. La porte de la chambre 14 s'ouvrit. Christiana sortit dans le couloir. Son visage avait changé. Toujours fatigué, toujours marqué par les épreuves de la journée, il portait désormais quelque chose de différent. Quelque chose de plus stable. Elle avait l'air de ceux qui ont vu ce qu'ils craignaient le plus et qui l'ont trouvé encore vivant. Elle est réveillée, dit Christiana. Elle m'a demandé si je lui avais apporté le médicament rose. Un petit sourire fatigué a effleuré son visage. Je lui ai répondu oui. Bien, dit Andrew. Il se leva. Comment va-t-elle? Toujours fiévreuse. Mais les médecins disent que le médicament devrait commencer à faire effet demain matin. Elle s'appuya contre le mur du couloir et ferma les yeux un instant. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur moi. Que je mange ou que je dorme, le sourire revint, plus doux cette fois. Elle a 4 ans et elle posait des questions sur moi. Andrew ne dit rien. Mais quelque chose bougea discrètement derrière ses yeux. Christiana ouvrit la sienne et le regarda droit dans les yeux. Vous avez dit que vous travailliez pour l'entreprise. Pour Mercado Max. Oui. Dans quel rôle? Un silence. Andrew réfléchit à la manière de répondre et décida que la version la plus simple de la vérité était la bonne. Je te dirai tout, dit-il. Mais pas ce soir. Ce soir, tu devrais être avec Vivian. Ce que je dois te demander peut attendre demain. Elle l'observa comme elle l'avait fait devant le magasin. Ce regard pesant et attentif. Vous allez me demander de faire quelque chose. Oui, dit-il. Et je tiens à être honnête avec vous, cela comportera des risques. Pas un risque physique. Mais le genre de risque qu'on prend en s'opposant à quelqu'un qui a le pouvoir sur votre emploi. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne te demanderai rien dont je ne sois pas prête à te protéger. Mais je ne prétendrai pas non plus que ce soit simple. Christiana resta silencieuse un instant. Au bout du couloir, une infirmière passa en poussant un chariot à petites roues grinçantes. Une porte s'ouvrit et se referma quelque part. L'hôpital respirait autour d'eux. Ça a un rapport avec Monsieur Jackson? Demanda Christiana. Andrew la regarda. Que sais-tu de lui? C'est, répondit-elle. Sa voix était monocorde et assurée, comme pour lui faire comprendre qu'elle y avait déjà réfléchi. Souvent. Nous y réfléchissons tous. Nous ne pouvions tout simplement pas le prouver. Et nous avions trop peur d'essayer. Elle baissa les yeux sur le sac blanc de pharmacie qu'elle tenait encore à la main. Puis je me suis retournée vers lui. J'ai encore peur. Je sais, dit Andrew. Mais Vivian avait peur du noir jusqu'à l'âge de 3 ans, dit Christiana doucement. Et je lui ai appris qu'avoir peur ne signifie pas rester dans le noir. Cela signifie simplement qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Andrew la regarda longuement. Demain, dit-il. Retrouve-moi au café en face du magasin. 8 heures avant votre prise de service. Je vous expliquerai tout. Et ensuite, vous déciderez. Quel que soit votre choix, je le respecterai. Elle hocha la tête une fois. Puis elle se retourna et franchit la porte de la chambre 14. Andrew resta un instant de plus dans le couloir. Puis il sortit son téléphone, se rendit au fond du couloir et passa un dernier appel. David, dit-il doucement. Demain matin, j'ai besoin que vous organisiez l'accès aux archives du directeur d'agence. Absolument tout. Les autorisations financières, les communications, etc. Pause. Et il me faut un petit appareil d'enregistrement. Discret. Quelque chose qui tient dans une poche de veste. David resta silencieux une seconde. Monsieur. Vous prévoyez ce que je crois? Probablement, répondit Andrew. Nouvelle pause. Tout sera prêt pour 7h30. Andrew raccrocha et regarda les lumières de la ville en contrebas par la fenêtre de l'hôpital. Quelque part dans cette ville, Paul Jackson rentrait chez lui, retrouvant le confort que 2 ans et demi de salaire volé lui avait permis d'acquérir. Il était probablement en train de dîner. Sans doute sans penser une seconde à la caisse numéro 3. Il y penserait bien assez tôt. Le café en face de Mercado Max était calme à 8 heures du matin. Quelques personnes avec des ordinateurs portables. Un vieil homme avec un journal. L'odeur du café frais et du pain chaud faisait tout ce que le supermarché d'en face aurait dû faire et ne faisait pas. Christiana est arrivée 2 minutes en avance. Elle portait déjà son uniforme. Son service commençait à 9 heures, et elle semblait avoir dormi, même si ce n'était pas tout à fait suffisant. Mais sa posture était différente de la veille. Une sorte de rectitude prudente, comme celle d'une personne qui a pris une décision pendant la nuit et qui s'y tient encore. Elle s'assit en face d'Andrew.
2 cafés l'attendaient. Elle serra la tasse entre ses mains et le regarda. « Tu as dit que tu me dirais tout. »« Je le ferai, » répondit-il. Et il l'a fait. Il a commencé par le début. Non pas par ses conversations téléphoniques avec David, ni par les registres de paix, mais par le tout début. Qui il était vraiment. Ce que Mercado Max représentait pour lui. Pourquoi il s'était rendu dans ce magasin la veille, vêtu comme un inconnu. Il observait son visage tout en parlant. Il ne précipita rien. Lorsqu'il eut terminé, le café devant Christiana était presque froid. Elle resta assise un long moment, pensive. Puis elle dit très doucement, « Vous êtes la propriétaire du magasin. » « Oui. »« Vous êtes propriétaire de tous les magasins. » »« Oui. » Elle regarda par la fenêtre les portes coulissantes du Mercado Max de l'autre côté de la rue. À l'endroit même où elle s'était tenue pendant 3 ans, 5 jours par semaine, à scanner, emballer, sourire et endurer. Puis elle se retourna vers lui. « Et tu ne savais rien ?» dit-elle. Ce n'était pas vraiment une accusation. Ce n'était pas vraiment un pardon non plus. C'était simplement un constat franc et honnête, posé sur la table entre eux. « Non, » dit Andrew. « Je ne savais pas. Et c'est aussi de ma faute. » Elle parut réfléchir. « Alors, que puis-je faire ?» Andrew se pencha légèrement en avant. « Les preuves que j'ai tirées des registres de paix sont solides, » dit-il. Mais un bon avocat pourrait plaider qu'il s'agissait d'une erreur système, d'un problème comptable, de quelque chose qui peut s'expliquer. Il marqua une pause. Ce qui est indéniable, c'est une confession. Si Paul Jackson admet, de son propre aveu, ce qu'il a fait, il ne pourra plus s'échapper. Christiana le fixait du regard. « Et vous voulez que j'obtienne ses aveux ? Je veux que vous alliez dans son bureau, » dit Andrew avec précaution. « Et je veux que tu lui fasses croire que tu es de son côté. Dis-lui que tu as découvert ce qu'il a fait. Dis-lui que tu veux partager. » Il a fait en sorte qu'il se sente suffisamment en confiance pour parler. Il a glissé la main dans sa veste et a posé sur la table, entre eux, un petit appareil plat. Pas plus gros qu'un bouton de manteau. Cet appareil enregistre tout dans un rayon de 3 mètres. Il est déjà en marche. Christiana l'a regardé. Elle n'y avait pas encore touché. « Il va me virer ?» dit-elle. « Oui », répondit Andrew. « Il le fera probablement. Dès qu'il pensera que vous en savez trop, il essaiera de se débarrasser de vous. Et là, je perdrai mon travail. Les bulletins de paix sont confidentiels, a-t-il déclaré. Vous ne devriez pas en parler. Je connais la différence entre une retenue d'impôt et une réduction de salaire, a rétorqué Christiana. Sa voix était calme. Complètement calme. Et je fais ce travail depuis 3 ans, Monsieur Jackson. Je sais à quoi devraient ressembler les chiffres. Silence. Paul Jackson la regarda longuement. Puis, lentement, il posa le stylo qu'il tenait. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda-t-il prudemment. C'était le moment décisif. Christiana le ressentit comme on ressent le bord du précipice. Un léger vertige, une boule dans l'estomac, le choix entre reculer ou avancer. Elle a avancé. « Je dis, » dit-elle doucement, « que je sais ce qui est arrivé au salaire. Et je ne suis pas là pour le signaler. » Elle soutint son regard. « Je suis là parce que j'ai besoin d'argent. Ma fille est malade. Je vous observe depuis longtemps et je vous trouve pragmatique. Je vous demande donc, en toute simplicité, s'il est possible de trouver un arrangement. » Le silence qui suivit fut les 10 secondes les plus longues de la vie de Christiana. Paul Jackson la fixait. Elle observa son visage exprimer des émotions qu'elle ne parvenait pas à identifier. Suspicion. Calcul. Et puis, exactement comme Andrew l'avait prédit, quelque chose qui ressemblait presque à de l'orgueil. Il se pencha en avant. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, » dit-il. Christiana ne répondit rien. Elle attendit, tout simplement. Puis Paul Jackson prit la parole. Il ne se pressa pas. Il parlait comme on parle quand on garde un secret depuis trop longtemps et qu'on attend, sans s'en rendre compte, que quelqu'un se confie. Il lui expliqua comment il avait procédé, discrètement, petit à petit, d'abord un faible pourcentage, puis de plus en plus. Comment le système de paix présentait une faille dans son historique, rendant les modifications invisibles à moins de savoir précisément où chercher. Il avait procédé ainsi pendant 2 ans et 8 mois. Comment le montant total, pour l'ensemble du personnel, avait atteint. Il marqua une pause, et une lueur, presque de satisfaction, brilla dans ses yeux. Plus de 250 000 $. Et personne, dit-il, n'avait prononcé un seul mot utile à ce sujet avant votre arrivée.
Il se rassit, satisfait, à l'aise, comme le fait un homme qui se sent maître de la situation. Alors, dit-il. Un arrangement. Qu'aviez-vous en tête? Christiana le regarda par-dessus le bureau. En fait, dit-elle très doucement, j'avais tout autre chose en tête. Paul Jackson fronça les sourcils. Quoi? La porte du bureau s'ouvrit. Andrew entra sans frapper. Il avait ôté sa casquette bleue. Il portait encore ses vêtements civils, le jean et la veste empruntée, mais sa démarche, en franchissant cette porte, rendait ses vêtements décontractés et insignifiants. Il y a ceux dont l'autorité réside dans leurs vêtements, et ceux dont l'autorité réside dans ce qu'ils sont. Andrew Ruiz appartenait à la seconde catégorie. Il ferma la porte derrière lui. Il regarda Paul Jackson avec une expression d'un calme déconcertant. Paul Jackson le regarda en retour, d'abord perplexe. Puis quelque chose changea, la lente prise de conscience d'un homme dont l'esprit passe en revue toutes les possibilités sans en trouver aucune de bonne. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Andrew Ruiz » répondit Andrew. « Je suis le fondateur et le directeur général de Mercado Max. » Il sortit son téléphone et le posa sur le bureau, écran vers le haut, affichant sa carte d'identité professionnelle et sa photo. « Je suis propriétaire du magasin. Je possède les 42 magasins. Et je suis dans le couloir, devant votre bureau, depuis 12 minutes. » Paul Jackson pâlit si vite que c'en était presque incroyable. Andrew plongea la main dans la poche de sa veste et déposa l'enregistreur sur le bureau, à côté du téléphone. « J'ai également un enregistrement complet de tout ce que vous venez de dire. Ce qui, combiné aux 2 ans et demi de fiches de paie que mon équipe juridique a déjà passé la nuit à compiler, signifie que les faits qui vous sont reprochés ne constituent ni une suspicion ni une accusation. » Il marqua une pause. « C'est un dossier. Un dossier complet, prêt à être remis, que je remettrai aux autorités dans l'heure. » Paul Jackson ouvrit la bouche. La ferma. L'ouvrit de nouveau. « Je peux expliquer, » commença-t-il. « Tu l'as déjà fait, » répondit simplement Andrew. « À l'instant même. Je le jure. Sur cet enregistrement. » Le silence régnait dans la pièce. Andrew fixa Paul Jackson un long moment, impassible. Non pas avec colère, ni avec satisfaction, mais avec le regard froid et assuré d'un homme qui a constaté une brèche et qui s'attelle désormais à la réparer. Il se tourna ensuite vers Christiana, toujours assise sur la chaise en face du bureau, les mains posées à plat sur les genoux, le visage impassible. « Tu as bien travaillé, » dit-il. Elle expira lentement. Juste une fois. Comme quelque chose qu'on a retenu très longtemps et qu'on lâche enfin. Dehors, l'équipe de sécurité d'Andrew était déjà en mouvement. 2 des gardes du corps d'Andrew entrèrent dans le bureau 30 secondes plus tard. 1 minute après, un 3e homme en costume sombre fit son apparition, se présenta à Paul Jackson à voix basse et lui tendit un document. Paul Jackson le lut assis. Il le lut 2 fois. Lorsqu'il eut terminé, il avait complètement perdu son sang-froid. Il leva les yeux vers Andrew. « C'est une affaire de police, » dit-il. Sa voix s'était affaiblie. « Vous ne pouvez pas simplement. J'ai des droits. »« Oui, » dit Andrew. « Et les policiers, qui sont en route, veilleront à ce que ces droits soient respectés. » Il prit l'enregistreur sur le bureau et le remit dans la poche de sa veste. « Je tiens à être clair, Monsieur Jackson. Je ne suis pas une personne vindicative. Je ne fais pas cela par plaisir. Je le fais parce qu'il y a des gens dans ce magasin qui venaient travailler chaque jour en toute confiance, persuadés d'être payés équitablement. Des gens qui se sont privés de tout, qui ont lutté, qui sont tombés malades et qui n'ont pas pu payer leurs factures, non pas parce que l'entreprise n'en avait pas les moyens, mais parce que vous avez décidé que leur salaire vous appartenait. » Il fixa l'homme droit dans les yeux. Voilà de quoi il s'agit. Paul Jackson ne dit rien. Il fixa le document qu'il tenait entre ses mains. L'homme en costume sombre lui demanda poliment de rester dans le bureau jusqu'à l'arrivée des autorités. Puis il sortit et resta là, immobile. Andrew regarda Christiana. Elle était maintenant debout, près du mur, observant tout avec cette attention soutenue qui semblait lui être instinctive. Quand leurs regards se croisèrent, elle hocha légèrement la tête, à peine plus qu'un mouvement de tête. Il ouvrit la porte du bureau et la lui tint, puis ils sortirent ensemble dans le couloir gris du personnel. Le magasin continuait de tourner. C'est ce qu'Andrew remarqua en retournant avec Christiana par le couloir du personnel vers la surface de vente. Les caisses enregistreuses continuaient de biper. Les clients continuaient de circuler dans les allées. Une livraison était arrivée à l'arrière et quelqu'un déballait des cartons de céréales au bout de l'allée 4. Les machines habituelles du magasin continuaient de tourner.
indifférente au fait qu'un événement important venait de se produire dans les bureaux à l'arrière. Mais le personnel sentait que quelque chose clochait. Dans un endroit comme un supermarché, où tout le monde travaille côte à côte et où les murs sont fins, les nouvelles vont vite. Andrew a vu la scène se dérouler en direct, tout en passant. Un murmure s'échappa entre deux employés qui remplissaient les rayons près du pain. Le caissier à la première caisse leva les yeux, puis les regarda de nouveau. La jeune femme qu'il avait remarquée la veille, celle qui remplissait les rayons d'un air fatigué et terne, se tenait immobile, une boîte de pâtes à la main, le regardant traverser le magasin. Il s'arrêta près du centre du magasin, là où l'allée principale s'ouvrait suffisamment pour que la plupart des clients puissent le voir. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il resta là, immobile, et un à un, les gens s'approchèrent, interrompant leurs activités, sortant de derrière les comptoirs, s'arrêtant avec leurs chariots. Des clients aussi, sans trop savoir pourquoi. « Je m'appelle Andrew Ruiz », dit-il d'une voix assez forte pour être entendu clairement, mais sans aucune emphase. « Je suis propriétaire de Mercado Max, de l'intégralité du magasin. Et j'étais dans ce magasin hier en tant que cliente, habillée exactement comme aujourd'hui, car je devais voir ce qui s'y passait réellement. » Le silence. Les caisses enregistreuses s'étaient tues. Même le réfrigérateur près du rayon viande semblait avoir décidé de retenir son bruit un instant. « Ce que j'ai trouvé est inacceptable », a déclaré Andrew. « Le magasin n'est pas géré correctement. Les rayons, la propreté, les conditions de travail, c'est de ma faute, car je n'étais pas assez attentif. Et vos salaires ?» Il marqua une pause. « Vos salaires sont falsifiés depuis près de 3 ans. Le directeur d'agence prélève de l'argent sur vos salaires chaque mois. Pas mal. Environ la moitié de ce que chacun d'entre vous aurait dû recevoir. » Un murmure parcourut l'assemblée, entre le souffle coupé et le murmure étouffé. C'était quelque chose de plus compliqué. Les gens qui soupçonnaient quelque chose depuis longtemps et qui l'entendaient maintenant confirmer à haute voix. Un jeune homme au fond de la salle, un membre de l'équipe de manutention, devina Andrew à son uniforme, dit doucement. « Je le savais. » Ces 3 mots seulement. Mais la façon dont il les a prononcés portait en lui des années de frustration. « Chaque centime qui vous a été pris vous sera rendu, » a déclaré Andrew. « En totalité. Avec intérêt. Les paiements débuteront dans la semaine. Vos salaires seront immédiatement corrigés pour correspondre à ce qu'ils auraient dû être dès le départ. » Il laissa la situation se décanter un instant. Quant à la personne responsable, elle se trouve actuellement dans les bureaux, en attente des autorités. Il ne reviendra pas dans ce magasin. Un autre silence. Différent du premier. C'était comme un soupir de soulagement. La jeune femme qui tenait la boîte de pâtes l'avait posée sur l'étagère à côté d'elle. Elle portait une main à sa bouche. Ses yeux brillaient. Andrew observa les visages rassemblés, des visages fatigués, des visages soucieux, des visages qui avaient appris à ne rien laisser paraître et à n'espérer que peu. Et il ressentit le poids de ce que cela signifiait d'avoir laissé cela se perdre dans l'ombre pendant si longtemps. « Je suis désolé, » dit-il, « de ne pas l'avoir vu plus tôt. » C'était la chose la plus simple qu'il ait dite. Et d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui a eu le plus d'impact. Il a retrouvé Christiana plus tard, debout près de la caisse numéro 3. Pas derrière, juste à côté, une main posée délicatement sur le bord du tapis roulant. Elle le regardait comme on regarde un objet qui a occupé une place très importante dans sa vie pendant très longtemps. « Comment te sens-tu » demanda Andrew. Elle réfléchit un instant. « Étrange », finit-elle par dire. Comme lorsqu'un bruit qui durait depuis si longtemps qu'on ne l'entendait plus s'arrête soudainement. Et le silence paraît plus assourdissant que le bruit ne l'était. Andrew l'avait parfaitement compris. « Christiana, » dit-il, « j'aimerais vous parler de la suite des événements. Plus précisément, de ce qui va se passer pour vous. » Il marqua une pause. « Pas aujourd'hui, tu en as assez pour aujourd'hui. Mais quand tu seras prêt. » Elle le regarda. « Que va-t-il se passer ensuite ?»« Un autre titre, » dit-il. « Et un salaire bien différent. » Elle l'observa un instant. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je sais, » répondit Andrew. « Je ne le fais pas par obligation. Je le fais parce qu'au cours des dernières 24 heures, vous avez fait preuve de plus de courage, de plus de constance et de plus de discernement que la plupart des personnes que j'ai grassement payées pendant des années. » Il l'a dit simplement, sans aucune flatterie. C'est simplement le regard d'un homme qui a passé des décennies à apprendre à reconnaître la qualité. Je ne veux pas perdre cela. Christiana resta silencieuse un long moment. À l'extérieur, à travers les vitrines du magasin,
Une voiture de police s'était arrêtée au bord du trottoir. 2 agents se dirigeaient vers l'entrée. « Mon service commence dans 4 minutes, » dit Christiana. Andrew la regarda. Puis, malgré tout, malgré la gravité de la matinée et le poids des 2 derniers jours, une sorte de rire effleura son visage. « Prends cette journée, » dit-il. Elle secoua la tête. « Il faut quelqu'un au registre 3. » Elle le dit avec une franchise qui n'était pas de l'entêtement, mais quelque chose de plus vieux et de plus calme, l'instinct d'une personne qui a toujours été présente, quoi qu'il arrive. Andrew la regarda un instant. Puis il hocha la tête une fois, avec un respect qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. « Je t'appellerai demain, » dit-il. Elle se pencha sur la suite. Elle passa derrière le comptoir, appuya sur le bouton pour ouvrir sa caisse et leva les yeux vers le client suivant, arborant le même petit sourire professionnel qu'elle prodiguait depuis 3 ans. Mais cette fois, Andrew remarqua que son sourire illuminait son regard. La semaine suivante fut la plus chargée de l'année pour Andrew, et pourtant, il avait connu de nombreuses années chargées. La procédure judiciaire contre Paul Jackson progressa rapidement. L'enregistrement, combiné aux documents de paix rassemblés par l'équipe de David, ne laissait que peu de place à la contestation. L'avocat de Jackson a tenté à 2 reprises de négocier une réduction de peine. À chaque fois, l'équipe juridique d'Andrew a refusé. À la fin de la semaine, Paul Jackson a été formellement inculpé de fraude et de détournement de salaire, et le dossier a été transmis aux autorités compétentes. Andrew n'a pas assisté à la procédure. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire dans ce bureau au couloir gris. Il se concentrait désormais sur la restauration. Chaque employé de la succursale de l'Ohio a reçu un relevé détaillé des sommes qui lui étaient dues par rapport à celles qui lui avaient été versées au cours des 2 dernières années et 8 mois. La différence a été directement versée sur son compte en 4 jours. Chaque centime a été versé comme promis par Andrew, plus un pourcentage supplémentaire en compensation de la période de privation de salaire. Chaque paiement était accompagné d'une lettre signée par Andrew lui-même, expliquant la situation et présentant des excuses sincères pour le manque de vigilance qu'il avait permise. Il a reçu 41 réponses, la plupart brèves. Plusieurs messages ne contenaient que quelques mots, mais il les a tous lus. Il a également dépêché une équipe à la succursale de l'Ohio. Non pas des inspecteurs, ni des auditeurs, mais une véritable équipe d'entretien et de réapprovisionnement qui a passé 3 jours à réparer les plafonniers, les étagères, à entretenir les réfrigérateurs et à combler tous les espaces vides jusqu'à ce que le magasin ressemble enfin à un Mercado Max. Il a fait nommer un nouveau responsable intérimaire en attendant de trouver un remplaçant permanent. Il a rénové la salle de pause. Il a fait nettoyer les sols en profondeur. Des petites choses. Mais le genre de petites choses qui font comprendre aux gens qui travaillent là-bas tous les jours que vous méritez leurs efforts. Il a appelé Christiana jeudi matin. Elle répondit à la 2e sonnerie, ce qui lui fit comprendre qu'elle attendait l'appel. « Comment va Vivian ?» demanda-t-il d'abord. « Mieux », répondit Christiana, et il perçut le soulagement particulier dans ce mot. Ce genre de soulagement qui survient après des jours d'attente, d'hésitation et de doute. La fièvre est tombée mardi soir. Les médecins disent que si son état continue de s'améliorer à ce rythme, elle pourra rentrer chez elle d'ici la fin de la semaine. Bien, dit Andrew. Et il le pensait vraiment, comme on le pense quand ce n'est pas juste une formule de politesse. Vous vouliez parler, dit Christiana, de la suite. Oui. Il avait soigneusement réfléchi à la façon de le dire. Non pas qu'il doutât de la proposition, mais parce qu'il voulait que ses paroles soient bien perçues. Non pas par charité. Non pas comme une récompense pour avoir bien géré une crise. Mais pour ce que c'était réellement. La reconnaissance d'une réalité. J'ai repensé à la succursale de l'Ohio, a-t-il dit, et au fait que l'un des problèmes fondamentaux que j'y ai constaté n'était pas seulement un directeur corrompu. C'était le manque de vigilance de la part de ses supérieurs. Et personne en dessous de lui ne se sentait suffisamment en sécurité pour parler. Il marqua une pause. Ce dont j'ai besoin dans ce magasin, et dans d'autres semblables, c'est de quelqu'un qui comprenne ces 2 réalités de l'intérieur. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être à la caisse numéro 3, et quelqu'un qui n'ose même pas aller voir le responsable quand quelque chose ne va pas, silence au bout du fil. Un silence qui se fait entendre. Je vous propose une promotion, dit Andrew. Vous commencerez comme caissier superviseur, avec un salaire à la hauteur de vos responsabilités, et non plus basé sur vos anciens chiffres. Et vous aurez la possibilité, au cours de l'année prochaine, d'accéder à un poste de responsable des opérations de succursale. Avec une formation, un mentorat et tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Il marqua une nouvelle pause.
Vous seriez directement responsable devant moi. Pas par l'intermédiaire de plusieurs niveaux de responsables qui peuvent ou non transmettre l'information correctement. Directement. Le silence se prolongea un peu plus cette fois. Je suis caissière, dit Christiana, d'une voix douce mais sans s'excuser. Juste honnêtement. Vous étiez caissier, dit Andrew. Mardi matin, vous étiez assis en face d'un homme qui vous volait depuis 3 ans et vous avez réussi à le mettre en confiance pour qu'il avoue tout. Vous l'avez fait calmement, clairement et sans la moindre erreur. Puis tu es allé te tenir derrière ta caisse pour le reste de ton service. Il marqua une pause. Christiana. Vous êtes un leader depuis longtemps. Le titre ne vous a pas encore été attribué. Un autre silence s'installe. Plus court cette fois. Vivian rentre samedi, a-t-elle dit. Je sais. Il me faudrait donc commencer lundi. Andrew sentit une vague de chaleur et de certitude l'envahir, comme si les choses trouvaient leur place. Lundi me convient, dit-il. Les changements au sein de la succursale de l'Ohio s'opèrent progressivement, comme tout véritable changement. Non pas en un instant spectaculaire, mais par de petites modifications quotidiennes qui, mises bout à bout, donnent naissance à quelque chose de nouveau. Christiana a commencé sur le terrain, comme elle l'avait demandé, avant d'accéder à un poste de supervision. Elle a dit vouloir tout réapprendre sur le magasin avant d'envisager d'en gérer quoi que ce soit. Andrew, quand David lui a annoncé cela, n'a rien dit. Mais il a gardé cela en tête, y voyant une preuve supplémentaire qu'il avait fait le bon choix. Elle avait un don pour les gens. Pas le don de façade, pas celui qu'on apprend dans une formation en management, mais le don authentique qui vient de l'expérience, de l'autre côté de chaque situation difficile qu'elle gère aujourd'hui. Elle remarquait quand un membre du personnel était en difficulté avant même qu'il n'en parle. Elle se souvenait des noms, des prénoms d'enfants et des petits détails que l'on avait mentionnés une fois sans que personne n'y prête attention. Le personnel lui faisait confiance non pas parce qu'elle était leur supérieure, mais parce qu'il l'avait vue, dans son bureau, accomplir ce qu'aucun d'eux n'avait osé faire depuis des années. Sous sa direction, la succursale de l'Ohio s'est métamorphosée. L'étagère est restée pleine. Le sol est resté propre. Les lumières fonctionnaient. Les produits étaient frais. Des clients qui avaient discrètement cessé de venir, comme on cesse de fréquenter les endroits qu'on juge délaissés, ont commencé à revenir. Un habitué, un homme âgé nommé Monsieur Cartwright, qui faisait ses courses là depuis l'ouverture et qui avait changé de fournisseur 2 ans auparavant, est revenu un jeudi après-midi. Il a jeté un coup d'œil autour de lui et a dit, sans s'adresser à personne en particulier, « Eh bien, on dirait que quelqu'un s'est occupé de nous. » Christiana l'entendit le dire. Elle sourit et reprit ses activités. 6 mois après le mardi où Andrew avait franchi pour la première fois ses portes coulissantes, coiffé d'une casquette bleue et vêtu d'une veste empruntée, il la rappela. Elle a répondu du premier coup cette fois-ci. « Je voudrais que vous veniez au quartier général, » a-t-il dit. « Cette semaine si possible. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle est arrivée vendredi. Andrew l'a accueillie lui-même dans le hall. Sans assistant ni intermédiaire, il l'accompagna jusqu'à la salle de conférence au 14e étage qui offrait une vue imprenable sur la ville. Un dossier était posé sur la table. Il lui fit signe de s'asseoir, s'assit en face d'elle et ouvrit lui-même le dossier au lieu de le lui faire glisser. Selon lui, Mercado Max compte 3 zones régionales sous-performantes. L'Ohio en fait partie. Les 2 autres se situent dans les districts du centre et du sud. Des problèmes similaires, un manque de supervision, des problèmes de morale du personnel, une direction en place depuis trop longtemps sans véritable responsabilisation. Il a retourné le dossier pour qu'elle puisse voir la page récapitulative. Je veux désigner une personne responsable des 3 groupes. Quelqu'un qui allie une connaissance approfondie du terrain et un caractère qui ne cède pas face à l'inconfort. Christiana regarda la page. Puis lui. C'est un travail colossal, dit-elle. C'est vrai, acquiesça Andrew. Je suis superviseur depuis 6 mois. Tu fais ce travail depuis toujours, a dit Andrew. Le titre de superviseur date de 6 mois. Pas toi. Elle baissa de nouveau les yeux sur la page. Son doigt glissa lentement le long d'une ligne, celle du titre en haut de la description du poste proposé. Directrice des opérations régionales. 3 pôles. 48 employés sous sa responsabilité directe. Un salaire tout simplement supérieur à tout ce que Christiana avait jamais vu figurer sur aucun document officiel. Elle resta longtemps silencieuse. Vivian commence l'école en septembre, dit-elle finalement. Je sais, répondit Andrew. Elle aura besoin de stabilité, de régularité. Je ne peux pas voyager constamment. Le poste est basé dans l'Ohio,
avec des déplacements mensuels sur les autres sites. Vous rentrerez chez vous tous les soirs. Il marqua une pause. Je l'avais prévu ainsi. Elle leva les yeux vers lui. Son expression changea. Pas vraiment de la surprise, mais plutôt le regard particulier de quelqu'un qui a passé des années à se préparer à un monde plus petit qu'il ne l'espérait, et qui s'adapte lentement à la réalité. Ce n'est pas le cas. Pourquoi fais-tu tout ça? Demanda-t-elle, sans aucune suspicion. Elle voulait vraiment comprendre. Andrew y réfléchit. Il aurait pu lui donner une réponse purement professionnelle. Celle concernant l'efficacité opérationnelle, l'investissement dans les talents et le positionnement stratégique. Tout cela aurait été vrai. Mais ce n'aurait pas été toute la vérité. Parce que M. Peters disait toujours, dit-il lentement, un magasin n'est pas seulement un endroit où l'on achète des choses. C'est un endroit où l'on vient quand on a besoin de quelque chose. Et on a toujours besoin de plus que ce qu'il y a sur les étagères. Il marqua une pause. J'avais oublié cela depuis longtemps. Tu me l'as rappelé. Et je pense que les personnes qui nous rappellent les choses les plus importantes méritent d'être dans un endroit où elles peuvent continuer à le faire. Christiana le regarda longuement par-dessus la table de conférence. Puis elle se pencha, lui retourna le dossier et prit le stylo qui se trouvait à côté. « Indiquez-moi où signer », dit-elle. Un mercredi après-midi tranquille d'octobre, 2 ans après le jour où Andrew Ruiz était entré chez Mercado Max, coiffé d'une casquette bleue, et avait trouvé une jeune femme en pleurs derrière la caisse numéro 3, Christiana effectuait sa tournée hebdomadaire de la succursale de l'Ohio. Elle était habillée différemment maintenant. L'uniforme de la caissière avait été remplacé par un blazer foncé et un pantalon propre. Un petit badge Mercado Max épinglé à son revers indiquait son nom et sa fonction. Elle portait une tablette à la place d'un lecteur de code-barre. Ses cheveux étaient détachés. Mais elle parcourait les allées comme toujours, lentement, en observant attentivement chaque détail. L'étagère à redresser dans l'allée 6. Le présentoir de fruits et légumes à renouveler avant demain matin. La jeune caissière de la caisse numéro 2, qui travaillait debout depuis 5 heures et avait probablement mal aux pieds, avait besoin qu'on lui dise qu'elle pouvait bien faire une pause de 10 minutes. Christiana s'arrêta et fit exactement cela. Elle retournait vers le bureau lorsqu'elle remarqua que la file d'attente à la caisse numéro 1 s'était allongée. Un homme au premier rang remplissait ses poches avec une urgence croissante. C'était un homme âgé, d'une 60aine d'années, vêtu d'un manteau gris, aux mains prudentes. Il portait un panier contenant 6 ou 7 objets modestes. La caissière avait déjà fait le total. Le montant affiché à l'écran était de 31 $ et quelques centimes. L'homme regarda son portefeuille. Il regarda l'écran. Il regarda de nouveau son portefeuille. « Je suis désolé, » dit-il à la caissière, un peu gêné. « Je crois que j'ai oublié ma deuxième carte à la maison. » La caissière regarda l'écran, puis lui. Puis, cherchant son chemin derrière elle, elle se retourna, hésitante. Christiana s'approchait déjà. Elle avait entendu la conversation à 3 pas de là. Elle n'y a pas réfléchi. Elle n'a pas pesé le pour et le contre, ni pris de décision formelle. Elle s'est simplement approchée de la caisse, a regardé l'écran et a tendu sa carte au caissier. « Tout va bien, » dit-elle au vieil homme. « Ne vous inquiétez pas, » il la fixa du regard. « Impossible. Vous pouvez prendre vos sacs, » dit doucement Christiana. « Et passer un bon après-midi. » La machine émit un bip. La caissière tendit ses sacs à l'homme. Il resta un instant immobile, les tenant à la main, le regard fixé sur Christiana, l'air absent, puis hocha lentement la tête, comme on hoche la tête quand un simple merci ne suffit pas. Il se dirigea vers la sortie. Christiana le regarda partir. Puis elle fit demi-tour et continua son chemin vers le bureau. Elle n'avait pas remarqué l'homme qui se tenait près de l'entrée. Andrew Ruiz était habillé normalement, comme souvent ces derniers temps lorsqu'il se rendait dans ses magasins. Plus de casquette bleue. Il avait renoncé à cela, ainsi qu'à l'habitude de se comporter comme un étranger dans ses propres bâtiments. Il était descendu de voiture et maintenant, le personnel le connaissait, et c'était ainsi que cela devait être. Il était arrivé 10 minutes plus tôt et effectuait sa propre ronde discrète lorsqu'il aperçut la file d'attente à la caisse numéro 1. Il s'était arrêté. Il avait observé. Il se tenait maintenant près de l'entrée et regardait Christiana disparaître par la porte du personnel, au fond de la pièce. Elle retournait à ses occupations. Elle ne l'avait pas vue. Elle n'avait pas fait tout ça pour un public. C'était là tout l'enjeu. Il repensa à M. Peters balayant l'entrée avant l'aube avec son vieux balai en bois. Un magasin n'est pas seulement un lieu où l'on achète des choses. C'est un lieu où l'on vient quand on a besoin de quelque chose. Et ils ont toujours besoin de plus que ce qu'on trouve en rayon.
Il pensa à une jeune femme qui pleurait en silence derrière sa caisse, se retenant de toutes ses forces, trop fière et trop professionnelle pour laisser transparaître ses larmes, même si, malgré tout, elle finissait toujours par transparaître, comme c'est souvent le cas avec les choses de la vie. Il pensa à Vivian, désormais en bonne santé à l'école, apprenant à lire, à compter et à poser des questions sur tout, comme les enfants de 4 ans deviennent des enfants de 5 ans, puis de 6, et ensuite, si ceux qui les entourent font bien leur travail, des personnes qui savent que le monde est plus vaste et plus bienveillant qu'il n'y paraît parfois au premier abord. Un mercredi d'octobre, Andrew Ruiz se tenait près de l'entrée de son magasin et sentait, pour la première fois depuis très longtemps, qu'il savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur de Mercado Max. Et c'était bon signe. Il rajusta sa veste, fit un signe de tête à personne en particulier, puis ressortit par les portes coulissantes, dans l'après-midi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la créer. N'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi également d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo.